Monsieur Libaud, bonjour. Donc vous êtes président du Haut Conseil du financement de la protection sociale et vous avez présenté un rapport concernant la création d'un service public territorial de l'autonomie. En quoi ça consiste en quelques mots? L'idée, c'est de réfléchir à une meilleure organisation des services publics autour de la personne en proximité pour permettre vraiment que la politique de l'autonomie, s'agissant des personnes âgées ou des personnes handicapées, qui vise, comme son nom l'indique, à permettre vraiment l'autonomie de la personne, et notamment son libre choix, qu'elle continue à vivre sa vie comme elle l'entend, puisse vraiment s'exercer. Aujourd'hui, nous avons souvent des offres, mais nous sommes un peu victimes de notre organisation institutionnelle en France, avec la santé d'un côté, qui dépend plus de l'État, avec les ARS, et puis d'autre côté, le social et les solutions sociales qui dépendent plus des collectivités locales et notamment du département. Et tout ceci, trop souvent, fonctionne en silo. Aujourd'hui, il faut absolument réunifier ce service public, et c'est cette idée d'un service public unifié dans le respect des compétences des uns des autres. Il ne s'agit pas de faire que tout se fasse ensemble, mais de pouvoir mailler les solutions, qu'elles soient sur l'accueil, l'information, sur la gestion des droits, sur les solutions concrètes pour permettre aux personnes de rester chez elles, par exemple, et sur la prévention. Alors vous êtes aujourd'hui à l'EHPAD de la Madeleine à Bergerac. Il y a beaucoup de représentants de professionnels de santé. Comment pourrait se piloter ce qu'on pourrait peut-être appeler un guichet unique de la santé? Alors, il y a bien sûr le guichet unique. D'abord, je suis heureux d'être ici sur ce territoire de Bergerac parce qu'en fait, c'est un territoire où il y a déjà beaucoup de coordination entre les acteurs. Je parlais des silos. Ici, et notamment l'EHPAD joue un rôle essentiel. Il y a beaucoup de travail en commun, ce qui permet de mettre en place des nouveaux services pour les gens, notamment ce qu'on appelle l'interstitiel. Ouais. Trop souvent, sur les personnes âgées, vous avez le domicile d'un côté, et puis l'EHPAD et très peu de solutions intermédiaires. Là, ici, vous avez l'accueil de jour, l'accueil de nuit, l'hébergement temporaire. C'est ça qu'il faudra demain de plus en plus mettre en place. Donc, bien sûr, il faut susciter une dynamique des acteurs locaux, des acteurs territoriaux, comme on trouve ici, mais on peut aller sur un territoire à côté, on va trouver rien du tout. Donc le sujet, c'est demain d'avoir plus d'équité territoriale, et tout ça sous l'égide conjointe du conseil départemental et de l'ARS. Ce qui est très important, c'est que ces deux entités travaillent ensemble. Donc je propose une conférence territoriale de l'autonomie avec une présidence du président du conseil départemental et vice-présidence ARS. Donc ce serait un par département? Absolument. Alors, on imagine donc les améliorations que ça peut avoir pour les aidants ou pour les personnes qui sont en souffrance. Est-ce qu'on peut imaginer des conséquences positives pour les gens qui travaillent dans les établissements? Alors, indirectement, oui. Alors, je ne prétends pas, avec ce rapport-là, traiter l'ensemble des sujets du grand âge, notamment le sujet de l'attractivité des métiers et des personnels, qui est très important et que j'avais identifié dans mon précédent rapport, parce que avant, j'avais fait un rapport sur le grand âge et l'autonomie pour les pouvoirs publics, et où j'avais mis en évidence ce sujet de l'attractivité des métiers, qui pour moi est totalement essentiel. Mais derrière toute cette logique, il y a l'idée qu'on doit prendre en compte la personne dans son entier et ses besoins et travailler avec elle. Et ça suscite une nouvelle relation entre l'aidant et l'aidé. C'est-à-dire que le travail du professionnel, c'est pas de faire à la place de la personne, c'est d'aider la personne à faire. Certains évoquent ce qu'on appelle le pouvoir d'agir de la personne vulnérable. C'est que la vraie autonomie, c'est lui donner le pouvoir d'agir. Et ça, c'est une transformation de la relation. Et c'est beaucoup plus enrichissant dans le travail et dans la relation de travail. Ça va demander des changements dans les formations initiales et les formations continues, parce que c'est pas le même positionnement. Si une personne a des difficultés à faire quelque chose, quelquefois c'est l'aider à faire plutôt que faire à sa place, par exemple. Et ça, c'est très important. Et puis, globalement, c'est tout le relationnel qui est extrêmement important. Donc oui, je crois que toute cette stratégie qui vise à une politique de l'autonomie en partant du service attendu à la personne, en partant du respect de la personne dans sa demande d'autonomie, c'est très enrichissant pour les professionnels et ça change la façon d'accompagner. Ce que vous souhaitez mettre en place, ça concerne le public uniquement ou ça concerne tous les établissements de santé, même les privés?
Ça concerne non seulement les établissements publics et privés, mais aussi le domicile. C'est-à-dire que c'est cette stratégie de l'autonomie. Je rappelle que la plupart des personnes âgées, heureusement, vivent chez elles et que beaucoup souhaitent rester chez elles. Donc cette stratégie du service public de l'autonomie, c'est de permettre aux personnes d'exercer le plus possible leur choix de continuer à vivre comme elles l'entendent avec les autres. Alors ça ne veut pas dire que le domicile est toujours l'idéal. Quelquefois, il y a aussi beaucoup de solitude au domicile. Donc demain, il faudra une politique de service public qui s'adresse à tout le monde, mais avec un continuum et briser ce choix trop binaire et souvent pas heureux de soit je reste tout seul à domicile, soit je suis dans un établissement collectif où ma liberté individuelle est limitée. Donc demain, il faut inventer de nouvelles offres et décloisonner tout ceci. Le décloisonnement, c'est le mot maître de la politique demain, pour moi, de l'autonomie et pour les acteurs de l'autonomie. Alors, vous avez remis ce rapport. Quelle est la suite aujourd'hui ? La suite, c'est au gouvernement futur, puisqu'on sait qu'il va y avoir un nouveau gouvernement donc très prochainement, sous l'égide de nouveau président de la République. Donc, c'est bien sûr à lui de dire ce qu'il veut faire sur ce sujet. Moi, j'ai produit un travail qui a été fait en concertation et qui recueille, me semble-t-il, beaucoup d'accords de la part des partenaires, notamment de la part de l'Association des départements de France, et ça c'est très important, des départements, mais aussi des acteurs. Et là, si je suis sur le terrain, c'est aussi de voir comment les acteurs peuvent prendre tout ça. Donc je crois vraiment que c'est vraiment la voie vers laquelle il faut s'orienter, mais c'est bien sûr au gouvernement, au futur ministre de décider et d'aller dans cette voie et de lui donner toute sa profondeur dans les années à venir. Pourquoi être venu à Bergerac ? Moi, je suis venu à Bergerac parce que, en fait, dans mes concertations, assez rapidement, avait été associé Sylvain Conant, le directeur de l'EHPAD de Bergerac, et j'ai découvert donc ce qu'il faisait ici. Et c'est un territoire, et notamment un EHPAD, qui est tout à fait inspirant, en fait, dans mes stratégies, mes rapports et tout ça. Souvent, je m'inspire de ce qui existe. Voilà, c'est pas des choses en chambre. Et Bergerac fait partie des endroits inspirants. Je l'évoquais, il y a beaucoup d'offres qu'on ne retrouve pas sur d'autres territoires, comme l'accueil de jour, l'accueil de nuit, l'hébergement temporaire. Il y a l'idée c'est un centre territorial pour personnes âgées. C'est-à-dire que l'idée, c'est demain qu'un EHPAD, c'est pas simplement l'hébergement sur place, mais qui puisse servir comme ressource sur l'ensemble d'un territoire, y compris pour des gens qui travaillent à domicile. Et ça, c'est en germe ici à Bergerac, et ça m'intéresse beaucoup. Et puis, dans la philosophie d'établissement, il y a bien cette philosophie de l'autonomie et de dire on est là non pas simplement pour faire les services indispensables à la vie quotidienne des uns et des autres, mais une politique en faveur de l'autonomie de la personne. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et c'était l'occasion aussi de dialoguer avec, au-delà des personnels de l'EHPAD, avec tous les acteurs du territoire. Effectivement, on a joint l'utile, et pas l'agréable, mais on a essayé de conjuguer ces deux événements, la venue de M. Libaud et fêter les 10 ans de la plateforme de répit. Alors c'est quoi une plateforme d'accompagnement et de répit ? C'est ce qui permet de soulager à domicile les aidants, et c'est ce qui permet également d'essayer de restimuler les personnes atteintes de troubles cognitifs, c'est souvent le cas, à l'aide d'ateliers, à l'aide de groupes de parole, à l'aide de tablettes numériques également, puisqu'on travaille avec des tablettes numériques. Et pour votre information, nous gérons à ce jour 200 couples aidants aidés sur le territoire de la communauté d'agglomération de Bergerac. Voilà. Comme intervenants, nous avons bien sûr psychologues, nous avons aussi ergothérapeutes et nous avons des AMP, des aides médico-psychologiques. Cette plateforme de répit a été la première de la Nouvelle-Aquitaine, qui a été faite en 2012, c'est-à-dire il y a 10 ans. Et à l'époque, on avait commencé tout doucement. Et tellement il y a eu un travail fructueux et efficace qui a été fait par les professionnels, l'ARS nous a annoncé qu'elle souhaitait qu'on se délocalise, qu'on aille travailler aussi sur un autre territoire qui est le Sarladais. Donc aujourd'hui, nous sommes aussi sur Sarlat pour cette plateforme d'accompagnement et de répit. Vous avez travaillé également donc sur l'étude présentée par M. Libaud. Oui. Donc quel était un peu votre rôle et quelles sont vos conclusions en sachant que vous dirigez également l'établissement de la Madeleine ? En fait, M. Libaud m'a retenu, j'étais le seul directeur
d'EHPAD en France pour participer à ces deux missions, puisqu'il y a eu une première mission en 2019 et la dernière, là. Dans le sens où on est un peu atypique ici, vous le savez, hein, c'est qu'on a un EHPAD centre ressources, on l'a expliqué plusieurs fois, et il a trouvé que c'était opportun que j'y sois pour présenter déjà ce qu'on faisait de façon opérationnelle, mais pour amener effectivement du grain à moudre pour cette nouvelle mission qui peut-être sera quelque part un élément important pour la nouvelle loi futur grand âge. Nous derrière, qu'est-ce que je pense du rapport? Pour moi, c'est des très bons rapports, les deux. Pourquoi? Parce qu'ils ont la particularité de faire un mixte entre une approche prospective et visionnaire, mais également des fiches d'actions très opérationnelles. C'est pour ça que j'aime beaucoup les rapports que fait Dominique Libaud, parce que vraiment on réunit ces deux matières. Ce sont des choses concrètes. Des choses concrètes, effectivement, et des choses où ça parle aux acteurs du territoire. La preuve en est aujourd'hui, parce que tous les acteurs du territoire ont répondu présent.